Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Traduit de l'anglais par Mira et Lakshmi Bori. Lu par Laurent Jacquet. Note de l'éditeur. Nous tenons à remercier très chaleureusement Karine Ratinet, sinologue, pour ses précieux conseils concernant la romanisation des noms chinois, et Martine Desbureaux pour son formidable travail de correction et de relecture. Remerciements. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Anna Biller pour son aide inestimable dans mes recherches et la correction de ce texte, et pour ses remarques pertinentes qui ont permis de faire évoluer l'ouvrage de manière très positive, aussi bien dans la forme que dans le fond. Sans elle, ce livre n'aurait pu voir le jour. Je souhaite également remercier mon cher ami Michael Schwartz, grâce à qui je me suis impliqué dans la création de l'école d'art Fabrica en Italie, où j'ai rencontré Jules Telfers, l'éditeur de Power, les 48 lois du pouvoir. C'est grâce à Fabrica que Just et moi avons compris qu'un classique tel Machiavel ne vieillit pas. De nos discussions à Venise est né ce livre. Je voudrais remercier Henri Le Goubin qui, durant des années, m'a raconté quantité d'anecdotes machiavéliques, notamment à propos des personnages français qui tiennent une grande place dans ce livre. Je tiens également à dire merci à Les et Sumiko Biller, qui m'ont prêté de très nombreux ouvrages sur l'histoire japonaise et qui m'ont notamment aidé à comprendre tous les aspects de la cérémonie du thé au Japon. De même, je remercie mon amie Elisabeth Yang, qui m'a apporté des éclaircissements sur l'histoire chinoise. Un tel ouvrage dépendait largement des sources disponibles, et je remercie du fond du cœur la bibliothèque de recherche de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA. J'ai passé de nombreuses et agréables journées à parcourir leur collection. Mes parents, Laurette et Stanley Greene, méritent des remerciements sans fin pour leur patience et leurs encouragements. Et je dois également remercier mon chat Boris, qui m'a tenu compagnie pendant ces longues journées de rédaction. Enfin, les personnes de talent, qui en appliquant les 48 lois du pouvoir, m'ont manipulé, tourmenté et fait du mal. Je ne leur en veux pas, et je les remercie d'avoir été une source d'inspiration pour écrire cet ouvrage. Robert Greene. À Anna Biller et à mes parents. R. G. Préface. Le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements est difficilement supportable. L'impuissance rend malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. Dans la société d'aujourd'hui, cependant, il est dangereux de paraître avide de pouvoir, d'afficher ses ambitions. Il faut montrer des dehors impeccablement décents et honnêtes. Mieux vaut donc faire preuve d'un certain sens des nuances, se montrer sympathique et liant, mais n'en être pas moins habile, voire retors. Cette constante duplicité rappelle tout à fait la dynamique du pouvoir jadis en vigueur à la cour. Tout au long de l'histoire, une cour s'est en effet toujours formée autour du personnage investi du pouvoir, roi, reine, empereur, dictateur. Les courtisans étaient dans une position particulièrement délicate. Il leur fallait bien sûr servir leur maître, mais s'ils paraissaient trop serviles, s'ils cherchaient trop ouvertement à gagner ses faveurs, les autres courtisans ne manquaient pas de le remarquer et de leur mettre des bâtons dans les roues. Par conséquent, les tentatives pour entrer dans les bonnes grâces du souverain devaient être subtiles. Et même les courtisans talentueux, capables d'une telle ingéniosité, devaient se protéger de leur père qui à tout moment intriguait pour les évincer. En même temps, la cour était censée être le comble de la civilisation et du raffinement. On désapprouvait les actions violentes ou la recherche trop ouverte du pouvoir. Les courtisans ourdissaient secrètement contre ceux des leurs qui utilisaient la force. C'était là leur dilemme. Tout en étant un parangon d'élégance, chacun devait se montrer plus malin que ses rivaux et contrecarrer leurs projets de la manière la plus voilée. Avec le temps, le courtisan habile apprenait à agir de manière indirecte.
S'il frappait son adversaire dans le dos, c'était avec un gant de velours et le plus charmant sourire. Au lieu d'utiliser la coercition ou la trahison pure et simple, le parfait courtisan traçait son chemin grâce à la séduction et au charme. Il appliquait une tactique consommée de manipulation, planifiant toujours plusieurs coups à l'avance. La vie à la cour était un jeu sans fin qui nécessitait une vigilance constante et de la stratégie. Une guerre feutrée. De nos jours, on se heurte au même étrange paradoxe. Tout doit paraître civilisé, décent, démocratique et juste. Mais si on applique ces règles à la lettre, on se fait écraser par plus malin que soi. Pour citer le grand diplomate et courtisan de la Renaissance Nicolas Machiavel, celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. La cour se voulait le summum du raffinement, mais sous ce vernis bouillonnait un infernal chaudron de pulsions brutales, cupidité, envie, luxure, jalousie, haine. Le monde d'aujourd'hui se croit au fait de la justice, et pourtant, les mêmes vices immondes sont tapis en chacun de nous, comme autrefois. Le jeu n'a pas changé. Extérieurement, on est censé y mettre les formes, mais à part soi, à moins d'être stupide, il faut apprendre à suivre le conseil de Napoléon. Avoir une main de fer dans un gant de velours. Si, comme les courtisans de jadis, vous pratiquez l'art du louvoiement en apprenant à séduire, charmer, manipuler subtilement vos adversaires, vous atteindrez les sommets du pouvoir. Vous serez capable de plier les gens à votre volonté sans qu'ils s'en aperçoivent. Et si d'aventure ils le font, ils céderont et ne vous en voudront même pas. À entendre certains, le fait de jouer délibérément au jeu du pouvoir, même indirectement, est malfaisant et asocial. C'est une relique du passé. Ceux-là prétendent ne pas se compromettre à ce jeu, comme si le pouvoir ne les concernait en rien. Méfiez-vous d'eux, car tandis qu'ils professent ouvertement cette opinion, ce sont souvent eux les plus féroces. Ils utilisent des stratégies qui masquent intelligemment leurs manœuvres. Ils font étalage de leur faiblesse et de leur impuissance comme s'il s'agissait là de vertu. Mais la véritable impuissance, celle qui est dénuée d'arrière-pensée intéressée, ne se vante pas de sa fragilité pour gagner la sympathie ou le respect. Le fait d'exhiber sa faiblesse n'est autre qu'une stratégie particulièrement retorse, efficace et subtile. Voir loi 22, capituler à temps. Une autre tactique hypocrite est d'exiger l'égalité de tous en tout. Chacun, indépendamment de son statut et de sa force, devrait, paraît-il, être logé à la même enseigne. Or, si pour éviter la souillure du pouvoir, on tente d'appliquer ce principe, on se heurte à un problème. Certains font mieux certaines choses que d'autres. Traiter tout le monde de manière identique équivaudrait donc à ignorer les différences, à promouvoir les moins doués et à laminer ceux qui sortent du lot. Là encore, beaucoup de ceux qui se conduisent ainsi appliquent en réalité une autre stratégie de pouvoir. Récompenser les gens selon des critères que l'on a soi-même définis. Un autre moyen encore de ne pas s'impliquer dans le jeu est de paraître parfaitement intègre et transparent, puisque ceux qui recherchent le pouvoir se complaisent dans la manipulation et le secret. Mais l'honnêteté absolue blesse inévitablement beaucoup de monde et attire maintes vengeances. Personne ne jugera votre attitude complètement innocente, et à juste titre. En vérité, c'est bel et bien une stratégie de pouvoir que de se fabriquer une image noble, généreuse et désintéressée. C'est une forme de persuasion, voire de coercition subtile. Enfin, ceux qui se disent étrangers au jeu du pouvoir affectent parfois la candeur. Là encore, soyez vigilants, car une apparente ingéniosité peut n'être qu'une manipulation parmi d'autres. Voir loi 21, assaut, sot et demi. Même la naïveté authentique n'est pas nécessairement innocente. Les enfants peuvent être naïfs de bien des manières, mais ils cherchent souvent, d'instinct, à prendre le contrôle de leur entourage. Les enfants souffrent de leur sentiment d'impuissance face aux adultes.
et ils utilisent les moyens à leur portée pour se faire une place. Les vrais innocents ont comme tout le monde besoin de pouvoir, et ils sont souvent d'une efficacité d'autant plus redoutable à ce jeu que leur stratégie n'est pas calculée. Une fois encore, ceux qui font étalage d'innocence sont parfois les moins innocents de tous. On reconnaît ceux qui se prétendent au-dessus de la mêlée à leur façon d'afficher leur vertu, leur piété, leur sens profond de la justice. Mais nous sommes tous avides de pouvoir. La plupart de nos actions sont orientées en ce sens. Et ces gens-là ne font que jeter de la poudre aux yeux. Ils cachent leurs ambitions sous les oripeaux d'une prétendue supériorité morale. Si vous les observez attentivement, vous constaterez que ce sont souvent les plus habiles à la manipulation indirecte, même si certains la pratiquent inconsciemment. D'ailleurs, ils poussent de hauts cris lorsque les tactiques qu'ils utilisent quotidiennement sont dévoilées au grand jour. Le monde est une immense cour où se trament toutes sortes d'intrigues. C'est ainsi. Nous sommes piégés dedans. Donc, rien ne sert de vouloir rester en marge. Cela ne fera que vous rendre impuissant, et l'impuissance vous rendra malheureux. Au lieu de nier l'évidence, au lieu de vous trouver des excuses, de vous plaindre et de vous culpabiliser, tâchez d'exceller dans la course au pouvoir. En fait, meilleur on est dans ce domaine, meilleur on est en tant qu'ami, amant, époux et homme, tout simplement. En suivant la voie du parfait courtisan, voir loi 24, soyez un courtisan modèle, vous apprendrez à renvoyer aux autres une plus flatteuse image d'eux-mêmes. Vous deviendrez pour eux une source de plaisir. Ils auront besoin de vous. Ils rechercheront votre présence. Si vous parvenez à maîtriser les 48 lois illustrées dans ce livre, vous leur épargnerez la souffrance qu'inflige un pouvoir mal géré. Car ce mal guette ceux qui jouent avec le feu sans savoir qu'il brûle. La recherche du pouvoir étant inévitable, mieux vaut y être brillant que nul. Pour exceller au jeu du pouvoir, il faut acquérir une certaine vision du monde, changer de perspective. Cela ne vient pas en un jour et demande des efforts. Quelques techniques de base sont indispensables. Une fois maîtrisées, elles facilitent considérablement l'application des lois. La plus importante de ces techniques, elle est en vérité incontournable, est la capacité de maîtriser ses émotions. Une réaction épidermique aux événements de la vie est tout bonnement rédhibitoire. C'est une erreur qui fait payer très cher le soulagement éphémère d'avoir pu exprimer ses sentiments. Les émotions obscurcissent la raison. Elles empêchent de juger la situation clairement, donc d'y remédier et de la maîtriser. La colère est la plus destructrice des réactions affectives, car c'est celle qui brouille le plus le jugement. Elle induit une réaction en chaîne, qui vous fait perdre pied et affermit la détermination de votre ennemi. Pour détruire un adversaire qui vous a blessé, faites plutôt en sorte qu'il ne soit pas sur ses gardes. Feignez la camaraderie au lieu de vous irriter. L'amour et l'affection sincères sont eux aussi potentiellement destructeurs, en ce qu'ils vous aveuglent sur les intérêts personnels de ceux que vous soupçonnez le moins de se battre pour le pouvoir. La colère ou l'amour ne se répriment pas, ne se renient pas, mais il faut s'appliquer à ne pas en être le jouet, être attentif à la manière dont on les exprime, et surtout, bâtir projets et stratégies sans en tenir le moindre compte. Toujours dans le domaine affectif, il faut apprendre à se distancier de l'instant présent et à envisager objectivement le passé et l'avenir. Tel Janus, le dieu romain à deux visages, gardien de toutes les portes, regardez dans les deux directions à la fois pour mieux appréhender le danger d'où qu'il vienne. C'est ainsi que vous devrez vous façonner, une face tournée vers l'avenir et l'autre vers le passé. En ce qui concerne l'avenir, ne baissez jamais votre garde. Rien ne doit vous prendre au dépourvu. Imaginez constamment les problèmes avant qu'ils ne surgissent. Au lieu de passer votre temps à rêver à l'heureux dénouement de votre projet, envisagez tous les changements possibles, toutes les catastrophes susceptibles de survenir. Plus loin vous regarderez, mieux vous saurez prévoir les futures étapes de votre plan avec une longueur d'avance, plus vous deviendrez puissant. Quant à l'autre face de Janus, si elle est tournée vers le passé, ce n'est ni pour rouvrir d'anciennes plaies,
ni pour ruminer de vieilles rancœurs. Cela ne ferait qu'émousser votre pouvoir. Il est en effet essentiel d'apprendre à oblitérer les mauvais souvenirs qui vous rongent et qui troublent votre jugement. Le véritable objectif de ce regard en arrière est de tirer des leçons. Étudier le passé pour apprendre de ceux qui vous ont précédés. Cet ouvrage cite de nombreux exemples historiques qui vous aideront beaucoup dans cette démarche. Ensuite, à la lumière de l'histoire, vous évaluerez vos actions et celles de vos amis. C'est là la meilleure école, parce qu'elle se fonde sur l'expérience personnelle. Commencez par examiner les erreurs que vous avez commises, surtout celles qui vous ont le plus profondément affecté. Passez-les au crible des 48 lois du pouvoir, tirez-en la conclusion et prenez la résolution suivante. Je ne referai plus jamais telle erreur. Je ne retomberai plus jamais dans tel piège. Si vous êtes capable de mener à bien cette auto-évaluation, vous apprendrez à sortir de vos propres ornières, ce qui est un talent inestimable. Le pouvoir exige de jouer sur les apparences. À cette fin, vous devrez apprendre à revêtir différents masques, à avoir plus d'un tour dans votre sac. Ne croyez pas que vous vous abaissez en pratiquant la manipulation et en jouant la comédie. La vie est une comédie. Ce qui distingue l'homme des animaux, c'est, jusqu'à un certain point, sa capacité à mentir et à manipuler. Dans les mythes grecs, dans le cycle indien du Mahabharata, dans l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh, c'est le privilège des dieux que d'utiliser l'art de la tromperie. Le grand Ulysse, par exemple, fut jugé à l'aune de sa capacité à rivaliser d'astuce avec les dieux. Il déroba une partie de leur pouvoir en les battant à leur propre jeu, fondé sur la ruse et la duplicité. La ruse est un art raffiné, issu de la civilisation même, et l'arme la plus puissante dans le jeu du pouvoir. On ne peut s'en servir avec succès sans prendre des distances avec soi-même, sans incarner différents personnages en portant le masque idoine selon le jour et le moment. Devenez un caméléon. Vous perdrez cette lourdeur qui tire les gens vers le bas. Faites-vous l'acteur de votre propre rôle. Travaillez à masquer vos intentions. Attirez les gens dans des pièges. Montez des mises en scène. Cela fait partie des plaisirs de l'esthète, et en plus, cela conduit tout droit au pouvoir. Si la manipulation est l'arme offensive la plus efficace de votre arsenal, la patience est la meilleure défense. Elle fait éviter les bévues. Comme le sang-froid, elle s'acquiert. Ce n'est pas un talent naturel. Mais rien de ce qui touche au pouvoir n'est naturel. Le pouvoir est d'essence plus divine que quoi que ce soit d'autre au monde. La patience est la vertu des dieux, car ils ont l'éternité devant eux. Elle permet de faire des merveilles. Quand on met le temps de son côté, on arrive même à faire repousser l'herbe, à condition de voir loin. L'impatience, en revanche, affaiblit. C'est un obstacle majeur sur le chemin du pouvoir. Le pouvoir est amoral par nature. Pour l'acquérir, il faut évaluer les circonstances pour elles-mêmes et non d'un point de vue éthique. La quête du pouvoir est un jeu. On ne le répétera jamais assez. Et au jeu, on ne juge pas l'adversaire à ses intentions, mais à la portée de ses actes. On évalue sa stratégie et son pouvoir à leurs preuves visibles et tangibles. Combien de fois les meilleures intentions du monde ne sont-elles mises en avant que pour masquer une turpitude? A contrario, à quoi bon agir par philanthropie et désir de rendre service si cela conduit à la catastrophe? Les gens, fussent-ils de bonne foi, exhibent d'instinct les motivations les plus touchantes pour chacune de leurs actions. Apprenez à rire intérieurement chaque fois que vous les entendez protester de leurs louables intentions. Les étalages de bonnes intentions les plus émouvants ne sont que prétexte à l'accumulation du pouvoir. Voilà, c'est un jeu. Votre adversaire est assis en face de vous. Vous vous comportez tous les deux comme des gens du monde. Vous respectez les règles. Vous ne prenez jamais la mouche. Vous appliquez une stratégie et observez les coups de votre adversaire avec tout le calme et le détachement dont vous êtes capable. En fin de compte, vous apprécierez sa politesse et serez indifférent à ses motivations les plus retorses. Entraînez-vous à suivre d'un œil d'aigle les résultats de ses mouvements,
Restez attentif aux éventuels changements sur l'échiquier et ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit d'autre. La moitié de la maîtrise du pouvoir provient de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on ne se permet pas. Pour cela, vous devez apprendre à évaluer toute chose d'après ce qu'elle vous coûte. Comme l'a écrit Nietzsche, la valeur d'une chose réside parfois non dans ce qu'on gagne en l'obtenant, mais dans ce qu'on gagne pour l'acquérir, dans ce qu'elle nous coûte. Peut-être atteindrez-vous votre but et un but louable, mais à quel prix? Appliquez partout cette norme, notamment pour décider si vous allez collaborer avec quelqu'un ou lui rendre service. En définitive, la vie est courte. Certaines occasions ne se présentent pas tous les jours et vous avez un capital limité d'énergie à dépenser. Votre temps, notamment, n'est pas extensible. Ne gaspillez jamais un temps précieux. Ne vous tourmentez pas pour le compte des autres, ce serait trop cher le payer. L'arène du pouvoir est la société. Pour le conquérir et le garder, il vous faudra développer votre capacité à comprendre les autres. Comme l'a écrit le grand penseur et courtisan du XVIIe siècle, Balthazar Gracian, il y a bien de la différence entre entendre les choses et connaître les personnes, et c'est une fine philosophie que de discerner les esprits et les humeurs des hommes. Il est aussi nécessaire de les étudier que d'étudier les livres. Pour devenir le maître du jeu, il faudra vous montrer fin psychologue. Vous devrez discerner les motivations de vos partenaires à travers le nuage de fumée derrière lequel ils camouflent leurs actions. L'intelligence de leurs motivations cachées sera votre carte maîtresse au jeu du pouvoir. Elle vous ouvrira des possibilités illimitées de manipulation, de séduction et de tromperie. L'homme est d'une complexité infinie, et l'on peut passer sa vie à l'observer sans jamais le comprendre tout à fait. Alors ne perdez pas de temps. Gardez un principe en tête. Ne pas faire de différence entre ceux qu'on a à l'œil et ceux auxquels on se fie. Ne faites jamais aveuglément confiance à quiconque et restez vigilant avec tout le monde, même avec ceux auxquels vous lie amour ou amitié. Enfin, suivez votre bonhomme de chemin vers le pouvoir par des voies détournées. Comme la boule de billard qui rebondit plusieurs fois avant de percuter son objectif, vos mouvements devront être prévus et exécutés de la manière la moins évidente possible. Si vous êtes rompu à tirer toujours dans les coins, vous ferez des prodiges à la cour. Tout en passant pour un parangon de bonne éducation, vous mettrez tout le monde dans votre poche et votre mouchoir par-dessus. Les 48 lois du pouvoir se présentent comme une sorte de manuel de l'art de biaiser, fondé sur les écrits de personnages qui ont étudié le jeu du pouvoir jusqu'à en devenir les maîtres. Leurs ouvrages couvrent une période de plus de 3000 ans, de l'Antiquité chinoise au XXe siècle, en passant par la Renaissance italienne. Vous y relèverez des tendances générales et des thèmes communs. Tous s'attachent à cerner l'essence du pouvoir, que nul n'a encore défini de façon exhaustive. Les 48 lois du pouvoir ont recueilli la quintessence de cette sagesse millénaire, extraite des travaux des plus illustres stratèges. Sun Tzu, Clausewitz, homme d'État, Bismarck, Talleyrand, courtisan, Castiglione, Gracian, séducteur, Ninon de l'Enclos, Casanova, et escroc, Yellow Kid Veil, de l'histoire. Ces lois ont un principe simple. Certains comportements renforcent presque toujours le pouvoir, respect de la loi, tandis que d'autres l'affaiblissent ou le réduisent à néant, violation de la loi. Ces principes sont illustrés par des exemples historiques. Les lois ont une valeur immuable et absolue. Les 48 lois du pouvoir autorisent différentes lectures. Si vous lisez le livre in extenso, en commençant par le début, vous y découvrirez un panorama général du pouvoir. Certaines lois ne vous sembleront pas concerner directement votre situation personnelle, pourtant, vous finirez probablement par trouver que toutes sont applicables, et de fait, liées entre elles. Une telle vue générale vous donnera les moyens de mieux évaluer vos actions passées et de mieux maîtriser vos affaires en cours. Cette approche suscitera en vous une réflexion dont le retentissement aura sur votre vie un effet durable.
Mais l'ouvrage a aussi été conçu pour permettre au lecteur d'y piocher çà et là tel ou tel point précis selon les circonstances. Vous connaissez une négociation difficile avec votre patron, par exemple, et vous ne comprenez pas pourquoi vos efforts ne vous valent pas plus de gratitude, donc une promotion. Plusieurs lois concernent les relations avec un supérieur. Dans ce cas, il est à peu près certain que vous en enfreignez une. En parcourant dans le sommaire la présentation de chaque loi, vous pourrez identifier celle qui vous concerne. Enfin, ce livre peut être parcouru pour le plaisir, comme une agréable promenade à travers les petites manies et les grands exploits de nos prédécesseurs. Un avertissement, cependant, à ceux qui pourraient choisir cette approche. On n'attrape pas un serpent par la queue juste pour voir. Le pouvoir est un miroir aux alouettes doté de propriétés hypnotiques. C'est un labyrinthe dans lequel on se perd avec une complaisance qui tourne bientôt à l'ivresse. En d'autres termes, plus on le prend au sérieux, plus cela devient amusant. N'approchez pas en dilettante un sujet aussi grave. Les dieux du pouvoir regardent d'un mauvais œil la frivolité. Ils ne comblent que leurs étudiants zélés et châtient ceux qui croient pouvoir se contenter de passer impunément un moment agréable. Celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. Il faut donc qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon, et à en user bien ou mal, selon la nécessité. Nicolas Machiavel, 1469-1527, Le Prince, traduit par Jean-Vincent Perriès. Les cours sont sans contredit le séjour naturel de la politesse et du savoir-vivre. Si cela n'était, elles seraient le théâtre du meurtre et de la désolation. Ceux qui maintenant se sourient et s'embrassent s'insulteraient et se poignarderaient si la bienséance et les formes ne s'interposaient entre eux. Lord Chesterfield, 1694-1773. Lettre à son fils Philip Stanhope. Que les agneaux aient l'horreur des grands oiseaux de proie, voilà qui n'étonnera personne, mais ce n'est point une raison d'en vouloir aux grands oiseaux de proie de ce qu'ils ravissent les petits agneaux. Et si les agneaux se disent entre eux, ces oiseaux de proie sont méchants, et celui qui est un oiseau de proie, aussi peu que possible, voire même tout le contraire, un agneau, celui-là ne serait-il pas bon? Il n'y aura rien à objecter à cette façon d'ériger un idéal, si ce n'est que les oiseaux de proie lui répondront par un coup d'œil quelque peu moqueur, et se diront peut-être « Nous ne leur en voulons pas du tout à ces bons agneaux, nous les aimons même. Rien n'est plus savoureux que la chair tendre d'un agneau. » Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Généalogie de la morale, traduit par Henri Albert. Les seuls moyens d'arriver à quelque chose avec les gens sont la force et le mensonge. L'amour aussi, dit-on. Mais cela équivaudrait à attendre le soleil, alors que dans la vie, on a besoin de chaque instant. Johann von Goethe, 1749-1832. La flèche tirée par l'archer peut ou non tuer une personne. Mais les stratagèmes d'un homme avisé peuvent détruire jusqu'aux enfants dans le sein de leur mère. Kautilya, philosophe indien, IIIe siècle avant Jésus-Christ. Je me suis demandé comment expliquer le fait que l'homme met tout son talent à déployer tant de ruses, d'artifices et d'ingéniosité pour tromper son prochain et qu'il en résulte un monde plus beau. Francesco Vettori, contemporain et ami de Machiavel, début du XVIe siècle. Un homme qui se vante de ne jamais changer d'opinion est un homme qui se charge d'aller toujours en ligne droite, un niais qui croit à l'infaillibilité. Il n'y a pas de principe, il n'y a que des événements. Il n'y a pas de loi, il n'y a que des circonstances. L'homme supérieur épouse les événements et les circonstances pour les conduire. S'il y avait des principes et des lois fixes, les peuples n'en changeraient pas comme nous changeons de chemise. Honoré de Balzac, 1799-1850, le père Goriot. Loi 1. Ne surpassez jamais le maître. Principe.
Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de leur plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents, ou vous pourriez obtenir l'effet inverse. Les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Violation de la loi. Nicolas Fouquet était surintendant des finances au début du règne de Louis XIV. C'était un homme généreux qui aimait les fêtes somptueuses, les jolies femmes et la poésie. Il aimait aussi l'argent et menait un train de vie extravagant. Fouquet était intelligent et absolument indispensable au roi. Aussi, quand le Premier ministre, le cardinal Mazarin, mourut en 1661, le surintendant des finances s'attendait-il à lui succéder? Au lieu de quoi, le roi décida d'abolir la charge. Cette décision ainsi que d'autres indices firent comprendre à Fouquet qu'il n'était plus dans les bonnes grâces du roi. Aussi décida-t-il de regagner ses faveurs en organisant la fête la plus splendide que l'on eût jamais vue. Officiellement, elle avait pour but de célébrer l'achèvement des travaux de son château de Vaux-le-Vicomte. Mais son objectif réel était de rendre hommage au roi, l'invité d'honneur. Les plus célèbres représentants de la noblesse d'Europe et quelques-uns des plus grands esprits de l'époque, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné, avaient été conviés. Molière avait écrit pour l'occasion une pièce dans laquelle il jouerait lui-même. La fête commença par un somptueux banquet de 7 services où furent servis des aliments venus d'Orient que l'on n'avait encore jamais goûtés en France, ainsi que des recettes créées spécialement par Vatel. Un orchestre enchaînait les morceaux de musique pour honorer le roi. Après le dîner, on se promena dans les jardins du château. Les magnifiques allées et fontaines de Vaux-le-Vicomte avaient été conçues par le nôtre, comme plus tard le serait celle de Versailles. Fouquet accompagna lui-même le jeune roi à travers les parterres et les bosquets superbement géométriques. En arrivant au canot, ils assistèrent à un feu d'artifice suivi par la pièce de Molière. La fête se prolongea fort tard dans la nuit, et tous s'accordèrent à dire que c'était l'événement le plus incroyable qu'ils eussent jamais vu. Quelques jours après, Fouquet fut arrêté par le chef des mousquetaires du roi, d'Artagnan. 3 mois plus tard, il était accusé d'avoir détourné l'argent de l'État. En fait, la plus grande partie de cet argent avait été versée avec l'accord du roi et en son nom. Fouquet fut condamné à la confiscation de tous ses biens et au bannissement hors du royaume, puis sa peine fut commuée en emprisonnement à vie. Il mourut à Pignerol, une lointaine place forte des Alpes. Interprétation. Louis XIV, le roi Soleil, était un homme fier et arrogant, qui exigeait d'être constamment au centre de l'attention. Il ne pouvait souffrir d'être surpassé en somptuosité par quiconque, et encore moins par son surintendant des finances. Pour succéder à Fouquet, Louis XIV choisit Jean-Baptiste Colbert, un homme d'une avarice notoire, connu pour donner les réceptions les plus sinistres de Paris. Colbert s'assura que tout l'argent du trésor passait entre les mains du roi. Ainsi financé, Louis XIV se fit construire un palais encore plus magnifique que celui de Fouquet, le grandiose château de Versailles, sur les plans des mêmes architectes, décorateurs et jardiniers que lui, et il y organisa des fêtes encore plus extravagantes que celles qui avaient coûté à Fouquet sa liberté. Examinons la situation. Le soir de la fête, en présentant au roi spectacle sur spectacle, chacun plus magnifique que le précédent, Fouquet s'imaginait faire preuve de sa loyauté et de son dévouement. Non seulement il croyait rentrer dans les bonnes grâces de Louis XIV, mais il pensait que le bon goût, le réseau de relations et la popularité dont il faisait montre le rendraient indispensable au roi et convaincrait celui-ci qu'il ferait un excellent Premier ministre. Or, à chaque nouveau spectacle, à chaque sourire appréciateur des invités, Louis XIV s'imaginait voir ses propres amis et ses sujets plus séduits par le surintendant des finances que par lui-même, et Fouquet en train de lui voler sa richesse et son pouvoir. Plutôt que de flatter son hôte, ces fastes étaient une offense à la vanité du roi. Bien sûr, Louis XIV ne l'aurait jamais avoué,
mais il s'empara du premier prétexte venu pour se débarrasser de celui qui lui avait, par maladresse, fait craindre pour son prestige. Tel est le sort, sous une forme ou sous une autre, de tous ceux qui égratignent la confiance en soi du maître, portent atteinte à sa vanité ou le font douter de sa prééminence. Le 17 août, à 6 heures du soir, Fouquet était le roi de France. À 2 heures du matin, il n'était plus rien. Voltaire, 1694-1778, le siècle de Louis XIV. Respect de la loi. Au début du XVIIe siècle, l'astronome et mathématicien italien Galilée se trouvait dans une situation précaire. Il dépendait de la générosité des grands pour financer ses recherches. C'est pourquoi, comme tous les savants de la Renaissance, il dédiait parfois ses inventions et découvertes aux mécènes de son temps. C'est ainsi qu'il offrit au duc de Gonzague le compas de proportion, compas à usage militaire qu'il avait amélioré. Puis, 9 ans plus tard, c'est aux Médicis qu'il dédicaça le traité expliquant l'utilisation de ce compas. Les princes se souciaient peu de l'intérêt de la découverte, mais ils se montraient reconnaissants de l'attention, ce qui valait à Galilée, qui vivait de cours particuliers donnés aux membres de l'aristocratie, davantage de riches étudiants. Cependant, comme ces mécènes avaient l'habitude de le récompenser par des cadeaux et non par de l'argent, Galilée vivait dans une précarité constante. Il se dit alors qu'il devait exister un meilleur moyen. En 1610, Galilée découvrit les satellites de Jupiter. Au lieu de répartir l'honneur de cette découverte entre ses différents protecteurs, comme par le passé, donnant à l'un sa lunette astronomique, dédicaçant un livre à l'autre, etc., il décida de se concentrer exclusivement sur les Médicis pour la raison suivante. Peu de temps après avoir fondé la dynastie, Côme l'Ancien avait fait de Jupiter, le plus puissant des dieux, le symbole de la maison des Médicis. Symbole d'un pouvoir qui, bien au-delà de la politique et de la banque, les reliait à la Rome antique et à ses divinités. Galilée présenta donc sa découverte astronomique comme un événement cosmique célébrant la grandeur des Médicis. Les astres médicéens, les satellites de Jupiter, se serait d'eux-mêmes offert à son télescope au moment où Côme II ceignait la couronne ducale, annonça-t-il. Le nombre des satellites, 4, correspondait aux 4 Médicis. Côme II avait 3 frères. Et les satellites tournaient autour de Jupiter comme ses 4 fils autour de Côme l'Ancien, le fondateur de la dynastie. Plus qu'une coïncidence, c'était la preuve apportée par les cieux eux-mêmes de la céleste ascendance des Médicis. Après leur avoir dédié sa découverte, Galilée fit exécuter un tableau représentant Jupiter assis sur un nuage, avec 4 étoiles en cercle autour de lui, et présenta cette œuvre à Côme II. Résultat, Côme II fit aussitôt de Galilée le philosophe et mathématicien officiel de sa cour, avec un plein salaire. Pour un savant, c'était une jolie réussite. Le temps où il devait quémander auprès de mécènes était révolu. Interprétation. Sa nouvelle stratégie avait valu à Galilée plus que toutes les années passées à la merci de ses mécènes. La raison en est simple. Tous les maîtres veulent paraître les plus brillants. Peu leur importe vérité et invention scientifique. Seul compte pour eux leur propre renom et leur propre gloire. Galilée flattait infiniment plus les Médicis en liant leur nom aux forces cosmiques qu'en faisant d'eux les patrons de quelques nouvelles découvertes de la science. Les savants ne sont pas épargnés par les caprices des mécènes et les vicissitudes de la vie à la cour. Ils ne sont que des courtisans parmi d'autres, gravitant autour de ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Et la puissance de leur intellect peut créer chez leur maître un malaise, l'impression de n'être là que comme bailleur de fonds, un rôle obscur et sans prestige. Or, celui qui permet la réalisation d'un grand projet se voudrait créatif et puissant, plus important que le résultat obtenu en son nom. Au lieu d'une impression de malaise, il faut lui donner la gloire. Galilée, lui, n'a pas défié l'autorité intellectuelle des Médicis avec sa découverte. En aucune façon, ils ne se sont sentis inférieurs. En les comparant littéralement aux étoiles, il les a fait briller au-dessus des autres cours d'Italie. Loin de surpasser le maître, il a fait en sorte que le maître surpasse tout le monde.
Les clés du pouvoir. Il n'est personne qui, à un moment ou à un autre, n'éprouve la fragilité de son prestige. Quand vous dévoilez au monde vos talents, vous suscitez naturellement envie, ressentiment et autres sentiments inavouables. Il faut vous y attendre. Vous ne pouvez évidemment passer votre vie à vous soucier de la mesquinerie des autres. Cependant, avec ceux qui sont au-dessus de vous, montrez-vous avisé. Dans les sphères du pouvoir, surpasser le maître est peut-être la pire erreur qui soit. N'allez pas croire que la vie a changé depuis l'époque des Médicis et celle de Louis XIV. Ceux qui atteignent les sommets sont comme les rois et les reines. Ils veulent se sentir en sécurité dans leur position et supérieurs en intelligence, esprit et charme à ceux qui les entourent. Croire qu'en faisant montre de vos talents, vous allez gagner l'affection du maître est une erreur fatale mais courante. Celui-ci peut feindre de vous apprécier, mais à la première occasion, il vous remplacera par quelqu'un de moins intelligent, moins séduisant, moins célèbre, exactement comme Louis XIV a remplacé le brillant Fouquet par le terne Colbert. Et comme Louis XIV, il n'en admettra pas la raison véritable, mais se servira d'un prétexte pour se débarrasser de vous. Cette loi implique 2 règles que vous devez comprendre. La première est qu'il peut vous arriver de faire involontairement de l'ombre à un maître en étant simplement vous-même. Il en est, en effet, dont le complexe d'infériorité est particulièrement sensible. À vous alors d'en venir à bout à force de discrétion. Nul n'était aussi comblé par la nature qu'Astor III Manfredi, prince de Faenza. C'était le plus charmant des jeunes princes d'Italie, apprécié de ses sujets pour son ouverture d'esprit et sa générosité. En 1500, César Borgia mit le siège devant Faenza. Quand la ville se rendit, les habitants s'attendaient au pire de la part du cruel Borgia, qui cependant décida de l'épargner. Il se contenta d'occuper la forteresse sans procéder à aucune exécution et autorisa le prince Manfredi, alors âgé de 18 ans, à rester à Faenza avec sa cour totalement libre. Quelques semaines plus tard, pourtant, Manfredi était arrêté et enfermé dans une prison romaine. Et 1 an après, son corps fut repêché dans le Tibre, une pierre au cou. Borgia justifia cet acte horrible par des accusations de trahison et de conspiration totalement infondées. Mais le vrai problème était sa vanité notoire et son manque de confiance en lui-même. Le jeune homme l'avait surpassé sans le moindre effort. Les dons naturels de Manfredi, sa simple présence, rendaient Borgia moins séduisant, moins charismatique. La leçon est simple. Si vous ne pouvez vous empêcher de traîner tous les cœurs après vous, apprenez à éviter de tels monstres de vanité. Ou trouvez le moyen de mettre vos qualités sous le boisseau lorsque vous êtes en compagnie d'un César Borgia. Seconde règle. Parce que le maître vous aime, ne vous imaginez pas que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. On pourrait écrire des livres entiers sur tous les favoris tombés en disgrâce pour s'être crus intouchables et avoir osé surpasser leur bienfaiteur. Le favori de Hideyoshi Toyotomi, ministre des Affaires suprêmes du Japon à la fin du XVIe siècle, s'appelait Sen-no Rikyu. La cérémonie du thé était alors devenue une obsession au sein de la noblesse japonaise. Sen-no Rikyu, un des plus proches conseillers de Hideyoshi, avait été l'un des premiers maîtres de thé à en fixer les règles, ce qui lui avait valu d'être honoré dans tout le pays. Il disposait même d'appartements privés au palais. Pourtant, en 1591, Hideyoshi lui ordonna de se faire seppuku, de se suicider. On découvrit plus tard la raison de ce brusque revers de fortune. Rikyu, d'origine modeste, avait fait faire une statue de lui-même en sandales, un signe aristocratique, et l'avait fait placer à l'étage supérieur d'un portique du Daitokuji, le principal temple de Kyoto. Pour Hideyoshi, Rikyu avait perdu tout sens de la mesure. S'il avait les mêmes droits que les membres de la plus haute noblesse, c'était à son maître seul qu'il le devait. Mais il avait oublié cela et en était venu à s'en attribuer tout le mérite. Ayant surestimé sa propre importance de manière impardonnable, il le paya de sa vie. Rappelez-vous ceci. Ne considérez jamais votre position comme acquise et ne vous laissez jamais étourdir par les faveurs qu'on vous a accordées. Conscient du danger d'éclipser votre maître,
vous pouvez tourner cette loi à votre avantage. Tout d'abord, flattez son orgueil. La flatterie ouverte, pour efficace qu'elle soit, a ses limites. Lourde, voire grossière, elle risque de déplaire aux autres courtisans. Une flagornerie plus discrète est beaucoup plus puissante. Si vous êtes plus intelligent que lui, par exemple, prétendez le contraire. Faites en sorte qu'il apparaisse plus intelligent que vous. Jouez les naïfs. Faites appel à son expérience. Commettez de petites fautes qui ne vous feront pas de tort, mais vous donneront l'occasion de solliciter son aide. Les maîtres adorent ce genre de requête. Un maître dont l'expérience ne vous apporte rien peut vous en tenir rigueur. Si vos idées sont plus créatives que les siennes, attribuez-les lui, et si possible en public. Présentez le conseil que vous donnez comme un écho du sien. Si vous avez plus d'esprit que votre maître, vous pouvez jouer les fous du roi, mais ne le faites pas apparaître froid ni guindé en comparaison. Si nécessaire, mettez une sourdine et trouvez des moyens de le faire passer pour la source de la gaieté et du divertissement. Si vous êtes naturellement plus sociable que lui et plus charismatique, prenez soin de ne pas être le nuage qui l'obscurcit aux yeux des autres. Il doit rester le centre de l'attention générale, le soleil autour duquel le monde entier gravite, irradiant sa puissance et sa splendeur. Si vous êtes appelé à le distraire, montrez-lui vos imperfections et vous attirerez sa sympathie. Toute tentative pour l'impressionner par votre grâce et votre générosité peut en revanche se révéler fatale. Pensez à l'exemple de Fouquet, ou payez-en le prix. Dans toutes ces situations, ce n'est pas faire preuve de faiblesse que de déguiser vos forces si cela vous conduit au pouvoir. En laissant les autres vous surpasser, vous gardez le contrôle de la situation au lieu d'être le jouet de leur complexe. Tout cela tournera à votre avantage le jour où vous déciderez de vous élever de votre état d'infériorité. Si, comme Galilée, vous pouvez accroître encore le lustre de votre maître, alors vous serez vu comme un envoyé des dieux et immédiatement promu. Image. Les étoiles dans le ciel. Il ne peut y avoir qu'un soleil à la fois. N'obscurcissez jamais sa lumière. Ne rivalisez pas avec son éclat. Au contraire, fondez-vous dans le ciel et trouvez les moyens de faire briller d'un éclat plus vif l'étoile du maître. Autorité. Se bien garder de vaincre son maître. Toute supériorité est odieuse, mais celle d'un sujet sur son prince est toujours folle ou fatale. C'est une leçon que nous font les astres, qui bien qu'ils soient les enfants du soleil et tout brillants, ne paraissent jamais en sa compagnie. Balthazar Gracian, 1601-1658, l'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario. Inutile de craindre de vexer chaque personne que vous rencontrez, mais votre cruauté doit être sélective. Si votre supérieur est une étoile moribonde, il n'y a rien à craindre à lui faire de l'ombre. Ne vous montrez pas clément. Votre maître n'a pas eu de scrupules lors de son ascension implacable vers les sommets. Jaugez sa force. S'il est faible, hâtez discrètement sa chute. Montrez-vous plus charmant, plus élégant, plus compétent que lui à des moments clés. S'il est chancelant et prêt à tomber, laissez faire. Ne prenez pas le risque d'achever un supérieur affaibli, cela pourrait apparaître cruel ou malveillant. En revanche, si votre maître est en position de force et que vous vous savez plus compétent que lui, attendez votre heure. Il est dans l'ordre des choses que son pouvoir s'amenuise et s'éteigne. Votre maître chutera un jour, et si vous jouez bien, vous lui survivrez et le surpasserez. Loi 2. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Principe. Gardez-vous de vos amis. Beaucoup vous trahiront par envie. D'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami, parce qu'il devra faire ses preuves. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Violation de la loi. Au milieu du IXe siècle,
un jeune homme monta sur le trône de l'Empire byzantin sous le nom de Michel III. Sa mère, l'impératrice Théodora, était enfermée dans un couvent, et l'amant de celle-ci, Théoctistos, Michel l'avait fait assassiner. La conspiration réunie pour déposer Théodora et couronner Michel comptait un oncle de Michel, Bardas, un homme intelligent et ambitieux. Michel, alors jeune et inexpérimenté, était entouré d'intrigants, de criminels et de débauchés. En cette période troublée, il avait besoin d'un conseiller de confiance. Il choisit son favori, Basile. Celui-ci n'avait l'expérience ni des affaires politiques, ni du gouvernement. C'était le chef des écuries impériales. Mais il lui avait prouvé plus d'une fois sa gratitude et son affection. Ils s'étaient rencontrés des années plus tôt, un jour où Michel faisait le tour des écuries. Un étalon encore indompté s'était détaché, et Basile, alors obscur jeune palefrenier venu de Macédoine, avait sauvé la vie du prince. Impressionné par sa force et son courage, Michel l'avait immédiatement nommé grand écuyer, comblé de cadeaux et de faveurs, et ils étaient devenus inséparables. Basile fut envoyé dans la meilleure école de Byzance qui fit du valet d'écurie qu'il avait été un courtisan cultivé et raffiné. Michel, une fois sur le trône, avait besoin d'une personne loyale. En qui pouvait-il avoir plus confiance pour le poste de grand chambellan et premier conseiller qu'en un jeune homme qui lui devait tant? Basile pouvait être formé à cette fonction, et Michel l'aimait comme un frère. Faisant fi des avis de ceux qui lui recommandaient son oncle maternel Bardas, beaucoup plus compétent, Michel choisit son favori. Basile apprit vite et conseilla bientôt l'empereur sur toutes les affaires de l'État. Le seul problème était l'argent. Basile n'en avait jamais assez. Au contact de la splendide cour byzantine, il devenait de plus en plus cupide et avide des avantages du pouvoir. Michel doubla, puis tripla son salaire, l'ennoblit, le maria à l'une de ses propres maîtresses, Eudoxia Ingérina. Un ami aussi sincère, un conseiller aussi sûr n'avait pas de prix. Mais les ennuis allaient commencer. Bardas était alors à la tête de l'armée. Basile convainquit Michel que l'homme était dangereusement ambitieux. Bardas, lui rappela-t-il, avait conspiré pour faire monter son neveu sur le trône, croyant avoir ensuite sur lui une influence décisive. Il pouvait conspirer à nouveau, cette fois pour s'en débarrasser et prendre lui-même le pouvoir. Basile instilla ainsi chez l'empereur le poison du doute et obtint d'assassiner Bardas. À la faveur de grands jeux équestres, Basile se rapprocha de son rival dans la mêlée et le frappa à mort. Peu après, sous couvert de garder le contrôle du royaume et de réprimer les éventuelles rébellions, Basile demanda à remplacer Bardas à la tête de l'armée. Cela lui fut accordé. Le pouvoir et les richesses de Basile allèrent croissant. Et quelques années plus tard, Michel, qui connaissait des difficultés financières à cause de son train de vie extravagant, lui demanda le remboursement de ses dettes. À sa grande stupéfaction, Basile refusa. Et devant son impudence, Michel ouvrit soudain les yeux. L'ancien valet d'écurie avait plus d'argent, plus d'alliés dans l'armée et le gouvernement, et de fait, plus de pouvoir que l'empereur lui-même. Quelques semaines plus tard, après une nuit de beuverie, Michel se réveilla entouré de soldats. Basile était parmi eux. Ils le frappèrent à mort. Après s'être autoproclamé empereur, Basile Ier parcourut à cheval les rues de Byzance, brandissant au bout d'une longue pique la tête de son ancien bienfaiteur et ami. Interprétation. Michel III avait misé son avenir sur la gratitude que Basile aurait dû éprouver pour lui. Celui-ci, pensait-il, lui devait sa richesse, son éducation et son rang. À coup sûr, il le servirait de son mieux. Une fois Basile nommé à son poste, l'empereur lui avait accordé tout ce qu'il désirait pour renforcer ses liens avec lui. Il ne réalisa son erreur que le jour fatal où il vit le sourire arrogant de Basile. Il avait créé un monstre. Il avait permis à un homme d'approcher le pouvoir et céder à ses requêtes les plus insatiables. Basile, gêné par la générosité du souverain, fit comme beaucoup en pareille situation. Il oublia les faveurs reçues et s'imagina qu'il ne devait son succès qu'à ses propres mérites.
Au moment où Michel prit conscience de la situation, il pouvait encore sauver sa vie. Mais l'amitié et l'amour aveuglent, ils font perdre le sens des réalités. Personne ne peut croire à la trahison d'un ami. Michel s'y refusa et finit la tête au bout d'une pique. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Voltaire, 1694-1778. Respect de la loi. Après la chute de la dynastie des Han, 222 après Jésus-Christ, la Chine connut des siècles de coups d'État, de violence et de sang. Dès qu'un empereur faiblissait, les militaires complotaient pour le tuer et mettaient à sa place sur le trône du dragon leur plus puissant général. Celui-ci s'autoproclamait empereur, inaugurant une nouvelle dynastie, puis pour assurer sa survie faisait exécuter les autres généraux. Quelques années plus tard, le même scénario se reproduisait. De nouveaux généraux assassinaient l'empereur et ses fils. Le monarque était un homme seul, entouré d'ennemis. De tout l'empire, il était l'homme le plus dénué de pouvoir et dont la situation était la plus précaire. En 959, le général Zhao Qianyin devint le premier empereur Song du Nord. Il savait qu'il n'avait probablement pas plus d'1 an ou 2 à vivre avant d'être éliminé. Comment rompre ce cercle vicieux? Peu après être monté sur le trône, Zhao Qianyin ordonna un banquet pour célébrer l'avènement de la nouvelle dynastie. Il y invita les principaux chefs de l'armée, les fit généreusement boire, puis renvoya tous les gardes. Les généraux crurent alors leur dernière heure arrivée. Au lieu de quoi, Zhao Qianyin s'adressa à eux. « Je passe mes jours dans la crainte et ne suis tranquille ni à table ni au lit. Lequel d'entre vous ne rêve de monter à son tour sur le trône? Je ne mets pas en doute votre loyalisme, mais si par hasard, vos subordonnés avides de richesse et d'honneur vous obligeaient à endosser l'habit jaune, comment pourriez-vous refuser? » Ivres et craignant pour leur vie, les généraux protestèrent de leur innocence et de leur loyauté. Mais Zhao Qianyin reprit. « Pourquoi ne pas plutôt vivre en paix, riche et honoré? Si vous acceptez d'abandonner vos commandements, je suis prêt à vous faire don de magnifiques demeures où vous pourrez jouir de la vie en compagnie de belles filles au milieu des chants et des rires. » Les généraux stupéfaits réalisèrent que l'empereur leur offrait de troquer une existence d'anxiété et de combat contre une vie d'opulence et de sécurité. Le lendemain, tous remirent leur démission et se retirèrent dans les propriétés qu'il leur avait accordées. Zhao Qianyin avait métamorphosé une meute de loups amicaux qui l'aurait certainement trahi en un troupeau d'agneaux dociles et privés de pouvoir. Les années qui suivirent, Zhao Qianyin continua ses campagnes pour consolider son pouvoir. En 971, Liu, le roi des Han du Sud, fut forcé de se soumettre après des années de rébellion. À son grand étonnement, l'empereur lui donna un rang à la cour et l'invita au palais impérial pour sceller leur nouvelle amitié avec du vin. Recevant la coupe que lui offrait l'empereur, le roi Liu hésita, croyant le vin empoisonné. « Les crimes de votre misérable sujet méritent certainement la mort, » s'écria-t-il. « Cependant, je supplie votre majesté d'épargner sa vie, je n'ose goûter de ce vin. » Zhao Qianyin rit, lui prit la coupe des mains et but. De ce moment, Liu devint son ami le plus loyal et le plus fidèle. À cette époque, la Chine était divisée en de nombreux petits royaumes. Qianshu, l'un de ses roitelets, finit par être vaincu. Les ministres conseillèrent aussitôt à l'empereur de faire enfermer ce rebelle. Ils avaient des preuves qu'il était encore en train de comploter sa mort. Cependant, quand Qianshu vint lui rendre hommage, Zhao Qianyin, au lieu de le mettre au secret, le combla d'honneur. Il lui remit aussi un pli en lui disant de l'ouvrir lorsqu'il serait parti. Qianshu décacheta le paquet en chemin et vit qu'il contenait les preuves écrites de sa conspiration. Il comprit alors que l'empereur connaissait les plans qu'il avait échafaudés pour le tuer, et que malgré cela, il l'avait épargné. Cette générosité eut raison du rebelle, qui devint, lui aussi, l'un des vassaux les plus dévoués de l'empereur Zhao Qianyin.
Interprétation. Un proverbe chinois compare les amis aux mâchoires hérissées de crocs d'un dangereux animal. Si vous n'y prenez garde, elles vous broient. En montant sur le trône, Zhao Kuan-yin savait quelle mâchoire allait se refermer sur lui. Ses amis de l'armée s'apprêtaient à le dévorer. Et si par hasard il survivait, ses amis du gouvernement ne feraient de lui qu'une bouchée. Zhao Kuan-yin ne voulait pas de ces amis-là. Il s'en débarrassa par un don splendide. Mieux valait les mettre ainsi hors d'état de nuire que les tuer, car cela aurait eu pour résultat de soulever d'autres généraux assoiffés de vengeance. Quant aux ministres amis, Zhao Kuan-yin n'en voulait pas non plus. Il aurait été condamné à leur faire boire sa fameuse coupe de vin empoisonné. Au lieu de faire confiance à ses amis, l'empereur utilisa ses ennemis, l'un après l'autre, les transformant en loyaux sujets. Un ami s'attend à obtenir toujours plus de faveurs et se consume de jalousie. Les anciens ennemis de Zhao Kuan-yin, eux, n'attendaient rien, et tout leur fut donné. Un homme à qui l'on épargne brusquement la guillotine est si éperdument reconnaissant qu'il ira jusqu'au bout du monde pour celui qui lui a pardonné. C'est ainsi que les anciens ennemis de l'empereur devinrent ses amis les plus sincères. Après quoi, une fois rompue la chaîne immuable de violence et de guerre civile, la dynastie Song dirigea paisiblement la Chine pendant plus de 300 ans. Dans un discours que fit Abraham Lincoln en pleine guerre civile, il faisait référence aux sudistes comme à des êtres humains dans l'erreur. Une vieille dame lui reprocha de ne pas les désigner comme des ennemis irréductibles que l'on doit détruire. « Pourquoi, madame, répliqua Lincoln, détruire mes ennemis, quand je peux faire d'eux mes amis ?» Les clés du pouvoir. Il est naturel de vouloir employer ses amis lorsqu'on a besoin d'appui. Le monde est dur et leur amitié peut l'adoucir. Par ailleurs, on les connaît. Pourquoi s'en remettre à un étranger quand on a un ami sous la main? Le problème est que l'on ne connaît pas ses amis aussi bien que l'on croit. Souvent, ils acquiescent à vos propos pour éviter une discussion. Ils ne relèvent pas vos travers pour ne pas se porter préjudice. Ils rient plus fort que d'autres à chacun de vos bons mots. Puisque l'honnêteté renforce rarement l'amitié, il se peut que vous ignoriez leurs vrais sentiments. Vos amis vous diront qu'ils aiment votre poésie, qu'ils adorent votre musique, qu'ils envient votre bon goût. C'est peut-être vrai, mais pas toujours. Tant s'en faut. Quand vous décidez d'embaucher un ami, vous découvrez progressivement les côtés qu'il vous avait cachés. Curieusement, c'est votre magnanimité envers lui qui fausse tout. On a besoin de sentir qu'on mérite une bonne fortune. Une faveur peut devenir oppressive si elle signifie qu'on a été choisi parce qu'on est un ami et non pas forcément parce qu'on en est digne. Il y a dans le fait d'engager des amis une note de condescendance qui les affecte secrètement. La blessure apparaîtra lentement. Une franchise plus cassante, ça et là des accès de ressentiment et d'envie, et sans que vous sachiez pourquoi, l'amitié s'estompe. Plus vous accorderez de faveurs et de cadeaux pour tenter de la raviver, moins on vous en sera reconnaissant. L'histoire est pavée d'actes d'ingratitude. Ce sentiment a montré ses pouvoirs depuis tant de siècles qu'il est étonnant que l'on continue à le sous-estimer. Mieux vaut être vigilant. Si vous attendez de la reconnaissance de la part d'un ami, soyez agréablement surpris lorsqu'il vous en manifeste. Engager des amis va inévitablement limiter votre pouvoir. Un ami est rarement le plus apte à vous aider. Enfin, le talent et la compétence sont bien plus importants que des sentiments amicaux. Michel III, par exemple, avait l'homme qu'il lui fallait à ses côtés, celui qui l'aurait guidé et gardé vivant. Cet homme était Bardas. Toutes les situations professionnelles nécessitent une sorte de distance entre les personnes. Vous êtes là pour travailler, non pour vous faire des amis. La gentillesse, vraie ou fausse, ne peut occulter ce fait. La clé du pouvoir consiste à juger qui est le plus apte à servir vos intérêts dans chaque situation. Gardez vos amis pour l'amitié, pour le travail, choisissez-vous des partenaires talentueux. D'autre part, vos ennemis sont une mine d'or inutilisée, que vous devez apprendre à exploiter. Quand Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de Napoléon, décida en 1807 que son maître était en train de conduire la France au désastre,
et qu'il était temps de se retourner contre lui, il comprit les dangers d'une conspiration contre l'empereur. Il avait besoin d'un partenaire, d'un complice. À qui pouvait-il faire confiance pour un tel projet? Il choisit son pire ennemi, Joseph Fouché, chef de la police secrète, qui avait même essayé de le faire assassiner. Il savait que la haine qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre pouvait susciter une réconciliation émouvante. Il savait que Fouché, n'attendant rien de lui, travaillerait à prouver qu'il était digne de son choix. Et un individu qui a quelque chose à prouver est capable de déplacer des montagnes. Enfin, il savait que sa relation avec Fouché, sans aucune contamination affective, ne serait fondée que sur la satisfaction réciproque de leurs intérêts personnels. Le choix était parfait. Bien que les conspirateurs aient échoué à détrôner Napoléon, l'union improbable de deux partenaires aussi puissants généra beaucoup d'intérêt pour leur cause, et l'opposition à l'empereur commença lentement à prendre corps. De plus, Talleyrand et Fouché entretinrent désormais une relation professionnelle fructueuse. Ainsi, chaque fois que cela est possible, enterrez la hache de guerre avec un adversaire et efforcez-vous de le mettre à votre service. Comme le disait Lincoln, vous le détruirez comme ennemi en faisant de lui un ami. En 1970, pendant la guerre du Vietnam, Henry Kissinger fut la cible d'une tentative d'enlèvement qui échoua. La conspiration impliquait entre autres deux célèbres prêtres pacifistes, les frères Berrigan, 4 autres prêtres catholiques et 4 religieuses. En privé, sans en informer les services secrets du ministère de la Défense, Kissinger organisa un samedi matin un entretien avec 3 de ses présumés kidnappeurs. Expliquant à ses invités que la plupart des soldats américains quitteraient le Vietnam dans le courant de l'année 1972, il les retourna complètement en sa faveur. Ils lui remirent des badges marqués « Kidnap Kissinger », et l'un d'entre eux resta son ami durant de longues années, lui rendant visite en plusieurs occasions. Ce n'était pas un stratagème totalement improvisé. Kissinger avait l'habitude de travailler avec ses opposants. Ses collègues disaient qu'il semblait mieux s'entendre avec ses ennemis qu'avec ses amis. Sans adversaire autour de nous, nous devenons paresseux. Un ennemi à nos trousses aiguise notre esprit, maintient notre vigilance. Gardez-vous donc quelques ennemis plutôt que de les transformer tous en alliés. Pour Mao Zedong, le conflit fut crucial dans son approche du pouvoir. En 1937, les Japonais envahirent la Chine, mettant fin à la guerre civile qui faisait rage entre les communistes de Mao et leurs ennemis nationalistes. Craignant que les Japonais ne les écrasent complètement, certains chefs communistes préconisèrent de laisser les nationalistes affronter seuls les Japonais. Pendant ce temps, les communistes en profiteraient pour reconstituer leurs forces. Mao n'était pas de cet avis. D'après lui, les Japonais n'avaient pas la capacité de vaincre et d'occuper longtemps un pays aussi vaste que la Chine. Une fois les Japonais partis, les communistes interrompus plusieurs années dans leur lutte contre les nationalistes auraient perdu la main et seraient mal préparés à la reprendre. Se battre contre un formidable ennemi comme les Japonais serait en revanche un parfait entraînement pour l'armée communiste hétéroclite. Le plan de Mao fut adopté et ce fut un succès. Lorsque les Japonais se retirèrent, les communistes avaient acquis une expérience du combat qui leur permit de triompher des nationalistes. Des années plus tard, un militaire japonais voulut formuler des excuses pour l'invasion de la Chine par son pays. Mao l'interrompit. « Ne devrais-je pas plutôt vous remercier ?» Sans un opposant de valeur, expliqua-t-il, ni un homme ni un groupe ne peuvent s'aguerrir et devenir plus forts. La stratégie du conflit permanent adoptée par Mao comporte plusieurs composantes clés. D'abord, il faut être certain qu'à long terme, vous en sortirez victorieux. Ne combattez pas quelqu'un que vous n'êtes pas sûr de vaincre. Mao savait que les Japonais seraient défaits en leur temps. Deuxièmement, si aucun adversaire ne se présente de lui-même, vous devrez vous fixer une cible commode ou même parfois transformer un ami en ennemi, tactique que Mao utilisa bien souvent en politique. Troisièmement, utilisez vos opposants pour définir clairement votre cause auprès du public, quitte à la faire passer pour un combat du bien contre le mal. Mao attisa ainsi les conflits de la Chine avec l'Union soviétique et les États-Unis.
Sans ennemi clairement défini, croyait-il, son peuple perdrait la notion de ce que signifiait le communisme chinois. Un ennemi parfaitement ciblé est un argument plus fort que tous les discours. Ne vous laissez jamais déstabiliser par la présence d'ennemis. Vous êtes en bien meilleure posture avec un ou deux adversaires déclarés que lorsque vous ignorez où vos vrais ennemis se cachent. L'homme de pouvoir accueille le conflit, utilise son antagoniste pour soutenir sa réputation, comme il le ferait d'un combattant prévisible et sûr en des temps d'incertitude. Image. Les mâchoires de l'ingratitude. Sachant ce qui se passerait si vous mettiez votre doigt dans la gueule d'un lion, vous allez garder vos distances avec vos ennemis. Vous ne prendrez pas de telles précautions avec des amis, et si vous les employez, ils vous mangeront tout cru avec ingratitude. Autorité. Savoir tirer profit de ses ennemis. Toutes les choses se doivent prendre, non par le tranchant, ce qui blesserait, mais par la poignée, qui est le moyen de se défendre, à plus forte raison l'envie. Le sage tire plus de profit de ses ennemis que le fou n'en tire de ses amis. Balthazar Gracian, 1601-1658, L'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario. En général, mieux vaut ne pas mélanger travail et amitié, mais il arrive qu'un ami puisse vous être plus utile qu'un ennemi. Un homme de pouvoir, par exemple, a souvent des basses œuvres à effectuer, dont, pour sauver les apparences, il est préférable que d'autres que lui se chargent. Les amis font souvent cela au mieux, parce que leur affection les rend désireux de saisir cette opportunité. Si pour quelque raison vos projets achoppent, vous pouvez ainsi utiliser un ami comme bouc émissaire. Les souverains avaient souvent recours à ce subterfuge. Ils laissaient leurs favoris porter la responsabilité d'une faute, car personne ne s'attendait à ce qu'ils sacrifient délibérément un ami. Bien sûr, une fois cette carte jouée, l'ami est perdu pour toujours. C'est pourquoi, pour ce rôle du bouc émissaire, une simple relation est préférable à un véritable ami. Enfin, le fait de travailler avec des amis brouille les limites et les distances que le travail nécessite. Toutefois, si les deux parties comprennent le danger que cela implique, un ami peut être employé efficacement. Mais ne baissez jamais votre garde, soyez à l'affût de réactions épidermiques comme l'envie et l'ingratitude. Rien n'est stable au royaume du pouvoir, et l'ami le plus proche peut se transformer en ennemi mortel. Les amis font plus de mal que les ennemis, parce qu'on ne s'en méfie point. Démonax, philosophe grec, environ 70-170 après Jésus-Christ. Toutes les fois que je donne une place vacante, je fais un ingrat et 100 mécontents. Louis XIV, 1638-1715. Je tiens donc qu'on peut aimer un homme plus qu'un autre, à proportion qu'il aura plus de mérite. Mais qu'il est périlleux de prendre une telle confiance en quelqu'un sous cette apparence d'amitié, que par la découverte de nos secrets, nous nous exposions à un long repentir. Baldassare Castiglione, 1478-1529, le parfait courtisan et la dame de cour. Le serpent, le villageois et le héron. Un serpent, poursuivi par des chasseurs, supplia un villageois de lui sauver la vie. Pour le cacher, le villageois s'accroupit et laissa le serpent entrer dans son ventre. Mais quand le danger fut passé et que le villageois demanda au serpent de sortir, ce dernier refusa. Il était en sécurité à l'intérieur. En rentrant chez lui, le villageois vit un héron et lui murmura son histoire. Le héron lui dit alors de s'accroupir et de forcer pour faire sortir le serpent. Quand le serpent sortit furtivement la tête, le héron l'attrapa, le tira et le tua. Le villageois était inquiet parce qu'il pensait que le poison du serpent pouvait être resté en lui. Le héron lui dit que le remède contre le venin de serpent consistait à faire cuire et à manger 6 oiseaux blancs. « Tu es un oiseau blanc, dit le villageois. Tu feras un bon début. » Il attrapa le héron et le mit dans un sac qu'il rapporta à la maison.
À son arrivée, il raconta à sa femme ce qui s'était passé. « Je suis surprise par ton attitude, » lui dit-elle. « L'oiseau t'a rendu un service, il t'a débarrassé du mal qui était en ton ventre, il t'a sauvé la vie en fait, et tu l'attrapes, et tu parles de le tuer ?» Elle relâcha immédiatement le héron qui s'envola. Mais en passant, il lui creva les yeux. Morale, quand tu vois de l'eau couler à contre-courant, cela signifie que quelqu'un rend un bienfait. Conte africain. C'est pourquoi plusieurs personnes ont pensé qu'un prince sage doit, s'il le peut, entretenir avec adresse quelque inimitié, pour qu'en la surmontant, il accroisse sa propre grandeur. Les princes, et particulièrement les princes nouveaux, ont éprouvé que les hommes, qui au moment de l'établissement de leur puissance leur avaient paru suspects, leur étaient plus fidèles et plus utiles que ceux qui d'abord s'étaient montrés dévoués. Pandolfo Petrucci, prince de Sienne, employait de préférence dans son gouvernement ceux que d'abord il avait suspectés. Nicolas Machiavel, 1469-1527, Le Prince, traduit par Jean-Vincent Périès. Un brahmane, grand expert des Védas et archer hors pair, offre ses services à son bon ami qui est maintenant le roi. Le brahmane s'écrie en le voyant « Me reconnais-tu? Je suis ton ami !» Et le roi de lui répondre avec dédain « Oui, nous étions amis autrefois, mais notre amitié était fondée sur le pouvoir que nous avions l'un et l'autre. »« Tu étais mon ami, brave brahmane, parce que tu servais ma cause. Aucun pauvre n'est ami avec le riche, aucun fou avec le sage, aucun lâche avec le courageux. Un vieil ami, qui en a besoin? Deux hommes de richesse et de naissance égales peuvent se lier d'amitié et contracter mariage dans la famille l'un de l'autre. Mais non un homme riche et un pauvre, un vieil ami, qui en a besoin? » Le Mahabharata, environ IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ramassez une abeille par gentillesse et vous apprendrez les limites de la gentillesse. Proverbe soufi. Car le bienfait conserve son mérite tant que l'on croit pouvoir s'acquitter. Quand la reconnaissance n'a pas de prix assez haut, on le paye par la haine. Tacite, environ 55-120 après Jésus-Christ. Annales 4-18, traduit par J.L. Burnouf. Sur l'utilité que l'on peut retirer de ses amis. Quelqu'un qui n'aimait pas Hiéron lui reprocha un jour qu'il avait la bouche mauvaise. Ce prince, de retour chez lui, se plaignit à sa femme de ce qu'elle ne l'en avait pas averti. Comme elle était aussi simple que chaste, elle répondit « Je croyais que tous les hommes sentaient de même. » C'est ainsi qu'on apprend par un ennemi, bien plutôt que par des amis, ces défauts naturels qui frappent tout le monde. Plutarque.